Voilà, bien, bonjour et merci d'accueillir un Auvergnat dans une terre que je ne connaissais pas. Mais apparemment, il semblerait quand même que la qualité de vie puisse être relativement facilement accessible. Donc, je retiendrai au moins ça pour moi de mon voyage. Donc, quand on m'a proposé ce thème d'intervention, je me suis bien demandé ce que je pouvais raconter, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste des questions de santé, si ce n'est qu'en tant que sujet éprouvant un certain nombre de choses, la santé m'intéresse. Mais je me suis quand même posé deux types de questions. La première, c'est si on dit qu'il y a un lien nécessaire, est-ce que ça veut dire qu'il y a une séparation? Et qu'au-delà de cette séparation, il y a moyen de penser à un lien. Donc c'est la première piste peut-être que j'ai essayé de suivre. Ou séparation ou lien, comment penser la question. Et puis, comme la santé, c'est pas tout à fait quand même mon lieu, j'ai aussi essayé de me centrer un petit peu, peut-être plutôt, sur l'idée d'une qualité de vie du sujet, dans lequel, bien sûr, la question est une composante importante, mais elle n'est sans doute pas la seule. J'ai passé une partie de ma carrière, non pas en tant que psychologue clinicienne, en tant qu'enseignant, et j'ai toujours été un très mauvais enseignant, dans la mesure où j'ai jamais été capable de faire un plan. Il paraît quand même que les plans, ça permet de suivre, alors je vous en propose un, mais si je ne le suis pas, vous ne serez pas surpris, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, je voudrais d'abord essayer de dire que quand on parle de santé, on est quand même confronté à deux choses. Il faut bien associer d'un côté quelque chose qui est de l'ordre d'un savoir, j'y reviendrai, mais de l'autre côté, quelque chose qui est de l'ordre d'un vécu et de quelque chose d'éprouvé par un sujet singulier. Donc, je vais me centrer autour de la notion de qualité de vie en essayant d'aborder ce petit exposé en 4 points. D'une part, une affirmation qui peut peut-être faire frémir un peu, j'essaierai de la présenter quand même. Je pense qu'il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de science de la santé. En revanche, et ce sera mon deuxième point, il y a une connaissance du corps. Peut-être aussi, d'ailleurs, certains psychologues, psychanalystes peuvent le penser, une connaissance de ce qu'on pourrait appeler l'esprit. Donc, en ayant posé cette dichotomie, ou en tout cas ces deux aspects, il me reste à les réconcilier. Et donc, je vais essayer d'articuler un petit peu théoriquement ces deux aspects, à partir de quelque chose de bien tacite quand même, mais qui est la manière dont le philosophe Descartes posait la question de l'union de l'esprit et du corps. Et puis, comme on m'a dit quand même aussi que je m'adressais à des praticiens, ce que je m'excuse, mais je ne suis plus depuis très longtemps, quand même une petite articulation pratique en essayant de réfléchir sur deux termes qui me paraissent extrêmement importants. L'un que je réfère d'ailleurs à la médecine, c'est l'idée même d'auscultation, qui nous semble quelque chose d'important, au sens où ausculter, ça veut dire écouter. Et puis aussi quand même sur la relation de soins, et j'en prends là une petite expérience à l'association des Paris et France, l'APF, qui a, me semble-t-il, une belle expression pour définir un petit peu la relation avec un patient ou avec un malade, c'est l'idée d'intention d'attention. Je reviens un petit peu sur cette idée. Et j'essaierai de conclure par l'idée bien classique, quand même commune, de la nécessité d'une double éthique pour un professionnel quand il est dans une relation de soins. Donc, ceci posé. Donc, premier point, il n'y a pas de science de la santé. Pourquoi ne peut-il pas y avoir de science de la santé? Et je pense qu'il ne peut pas y avoir de science de la santé pour plusieurs raisons. Celle que je retiendrai majeurement, et j'essaierai de ne pas parler, pardon, je prends un petit peu de papier parce que j'ai quelques citations que je ne voudrais pas déformer. Mais c'est quand même que si on définit la santé comme un objet scientifique, alors il va falloir être rigoureux dans cette définition. Une science se définissant justement par le fait qu'elle se donne un objet qu'elle pose. Mais peut-on être normatif quand on parle de santé? Est-ce qu'on peut par exemple penser que le ressenti, l'éprouvé, peut être l'objet d'une définition claire et distincte? C'est en réalité quelque chose que chacun d'entre nous pouvons éprouver à des moments divers, avec des intensités diverses, mais qui nous renvoie d'une certaine manière toujours à quelque chose que nous ressentons, beaucoup plus que quelque chose que nous pouvons, entre guillemets, analyser.
Sauf peut-être que les analyses individuelles que chacun d'entre nous peut faire peuvent venir autant, je dirais, d'une mythologie personnelle que d'un corps absolument fantasmé. Donc, je suis parti au départ d'une petite citation qui me paraît importante, une citation qui est la suivante. « Nulle créature n'est heureuse si elle n'est saine, et c'est la même chose à l'égard de l'âme, qu'elle soit heureuse ou non. » Cette citation de Bossuet pose quand même deux petites questions. La première, c'est le lien, d'une certaine manière, entre une idée de la santé et une idée du bonheur. Et, de l'autre côté, la même chose à l'égard de l'âme. Donc on aurait là quand même un pendant, au fond, entre les deux aspects de notre question, santé physique et santé mentale chez Bossuet. Mais on voit bien aussi, effectivement, que dans ce domaine, il ne peut pas être question de conditions scientifiques. Un autre philosophe, Emmanuel Kant, dit quelque chose d'extrêmement intéressant sur la santé. Je vous le cite, il dit « On peut se sentir bien portant, c'est-à-dire juger d'après ses sentiments de bien-être, mais l'on ne peut jamais savoir si l'on est bien portant. » Il faut comprendre qu'effectivement, quand le philosophe Emmanuel Kant nous dit ça, il fait référence à ce qu'il appelle un jugement sans concept, c'est la même chose d'ailleurs quand il parle de l'esthétique, c'est-à-dire le fait que nous pouvons porter sur nous un certain nombre d'appréciations sans avoir une connaissance de la raison, une connaissance scientifique pour pouvoir l'affirmer. Néanmoins, ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de pouvoir l'affirmer. Après tout, pourquoi avoir besoin d'une dimension scientifique pour affirmer quelque chose que l'on ressent? Diderot va préciser un petit peu les choses et nous amener sur un terrain peut-être un petit peu plus actualisé. Voilà ce que dit Diderot en 1751. Quand on se porte bien, aucune partie du corps ne nous instruit de son existence. Si quelqu'un nous en avertit par la douleur, c'est à coup sûr que nous nous portons mal. Si c'est par plaisir, ajoute-t-il avec un peu d'humour, il n'est pas toujours certain que ce soit beaucoup mieux. Et ça nous ramène un petit peu à l'exposé de ma collègue tout à l'heure sur justement cette sensation. Enfin, il y aurait quand même quelque chose qu'on pourrait appeler la douleur, que d'autres appelleront la souffrance, mais qui nous renseigne par sa présence ou son absence. Ce qui est intéressant, je vous ferai remarquer, en tout cas moi ça m'a intéressé, c'est de voir que pour la première fois apparaît quand même le mot plaisir, qui sera repris plus tard par quelqu'un comme Paul Valéry. Poursuivons encore un petit peu. Leibniz, à un autre moment, mais il nous indique une chose extrêmement importante, il dit « La douleur nous fait connaître l'importance de la santé ». C'est-à-dire qu'au fond, pour savoir ce que c'est que la santé, il faudrait presque la perdre. Et c'est quand on l'a perdue qu'on se dit « Ah bah oui, mais c'était ça ». La santé est donc une telle évidence qu'on ne sait ce que c'est que quand on ne l'a plus. Donc je penserais que le bonheur n'est peut-être qu'un souvenir. Pour ça, je le laisse. Donc en tout cas, et quel que soit ce qu'on peut en dire, ce sera la conclusion de ma première partie. Hein, nous sommes au niveau d'une sensation et non pas d'un savoir. Mais, deuxième point, il y a une connaissance du corps. Ça, c'est quelque chose d'absolument, je dirais, indéniable. Et toute personne essaie de soigner, et quand on regarde l'histoire de la médecine, on s'aperçoit bien effectivement qu'il y a sans cesse une recherche à prétention scientifique pour fonder un art, l'art médical. C'est là aussi où il serait intéressant de distinguer entre ce qu'il en est d'une science et de l'art qu'elle permet ou qu'elle garantit. Parler de ce corps nous ramènerait par exemple un philosophe comme René Descartes qui, dans le traité de l'homme, va bien exposer effectivement comment nous fonctionnons. Descartes emploie d'ailleurs ce terme des animaux-machines quand il parle effectivement des animaux, et d'une certaine manière, à une nuance près qui est fondamentale, on pourrait y revenir, l'homme se comporte comme un animal-machine. Quand on regarde un petit peu cette piste-là, on s'aperçoit effectivement que d'une certaine manière, ce qui, jusqu'au XXe ou XXIe siècle, a guidé d'une certaine manière une pensée scientiste et une pensée peut-être aussi scientifique, bien sûr,
c'est l'idée qu'on pouvait arriver à trouver un bon fonctionnement à partir d'un modèle. Il y aurait au fond une manière de fonctionner, peut-être celle d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure, au sens où, parce qu'on ne s'en aperçoit pas, elle fonctionne bien, et il pourrait y avoir, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler des pannes, des dysfonctionnements. Alors, dysfonctionnements qui peuvent être liés à des traumatismes, à des accidents, dysfonctionnements qui peuvent être liés à, entre guillemets, des malformations ou autres, mais en tout cas, nous aurions un discours à prétention scientifique qui peut se prononcer sur un état du corps et, d'une certaine manière, permettre un schéma médical assez classique. Au nom d'une science ou d'une connaissance, il est possible d'établir un diagnostic. Un diagnostic, ça veut dire voir à travers. Et ce diagnostic peut sans doute permettre un pronostic. Donc on voit effectivement qu'il est possible de parler, non pas là d'un sujet, mais d'un être malade, et autour duquel on peut effectivement tenir un discours et éventuellement envisager un pronostic à l'aide ou non d'un soin. Ceci rejoindrait, là, d'une autre manière aussi, ce qui a été énoncé déjà ce matin, à savoir que la santé renverrait à une notion de bien-être, et que ce bien-être perdu parfois peut nous amener à ce qu'on appelle consulter. Mais je voudrais quand même maintenant revenir sur une chose qui à moi en tant que psychologue, ancien psychologue, me tient à cœur. C'est quand même l'idée que quand on parle du corps, il faut quand même s'entendre sur ce dont on parle. Et là, je me réfère à un médecin, un philosophe qui s'appelait Georges Canguilhem, et qui dit, me semble-t-il, des choses intéressantes à ce sujet. Il dit le corps, et il ne faut pas oublier que c'est quand même un médecin qui parle, c'est pas uniquement un anthropologue. Le corps, c'est un donné, mais c'est aussi un produit. Donné, bien sûr, au sens où il y a un patrimoine génétique, il y a un ensemble de données qui font que nous sommes comme nous sommes. Mais depuis longtemps, nous savons, il y a des termes qu'on emploie, comme on peut parler d'épigénèse ou ce qu'on veut, c'est-à-dire que ce corps à sa naissance, et cet être humain, il est quand même bien incomplet. Il y a une immaturité neuronale importante, il y a tout ce qu'on nous a appris en psychologie pour nous dire que c'est dans une relation parentale, qu'elle soit bonne ou moins bonne, mais c'est dans cette relation qu'au fond, l'être se construit et que son corps aussi y trouve une place. Un anthropologue qui s'appelait Marcel Mauss, parlant des techniques du corps, disant, avec peut-être parfois un peu de violence, mais que dans la manière de se servir de son corps, il n'y a strictement rien d'anatomique, c'est la culture qui imprime sur ce corps un certain nombre de choses qui lui permettent de. Ce qui fait que, et les médecins et les psychologues le savent bien, quand on travaille dans des cultures différentes, on a des approches différentes de la pathologie, des approches différentes du corps, et ce qui est même parfois surprenant, des approches tout à fait différentes de la douleur et du ressenti d'une pathologie. Les choses sont donc d'une certaine manière un petit peu acquises. Et vous voyez qu'à partir de là, on commence à trouver une première difficulté un petit peu théorique. Ben oui, mais alors comment faire le lien entre ce qui est d'une part un donné biologique, physiologique, objectivable et objectivé, enseigné, et qui semble, quand on regarde les corps à travers à peu près toute la planète, on est tous un peu construits pareil. Mais d'un autre côté, nous avons des manières tout à fait différentes de vivre, d'éprouver, d'utiliser ce corps. Et c'est là sans doute qu'il y a le paradoxe de ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau de cette notion de bien-être et de santé. Comment un médecin, comment un soignant peut-il au fond prendre en compte ces deux dimensions sans que l'une prenne le pas sur l'autre? C'est-à-dire au fond permettre à un être humain, et c'était un petit peu l'énoncé que j'avais donné, entre guillemets, de vivre bien ou d'avoir une certaine qualité de vie. Alors, mon troisième point, et là je me sers un petit peu d'écart, pardonnez-moi, je vais être un petit peu rapide, mais comme vous proposez, monsieur, je peux vous laisser le texte, il y a peut-être quelques références si des gens le cherchent, c'est de dire qu'au fond,
on peut peut-être, et on parlait hier avec une amie qui m'a invité ici, Valérie Edgar-Morin, quand on parlait de la notion de complexité. C'est-à-dire de dire que le sujet humain est quelque chose de complexe et non pas de compliqué. Je m'explique sur cette différence. Compliqué, ça veut dire qu'au fond, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent et qu'on ne sait pas très bien comment tout ça peut fonctionner, c'est compliqué. Et on pourrait avoir une première pensée qui était celle du philosophe René Descartes pour étudier le compliqué, essayons de le réduire à du simple, c'est-à-dire au fond, décomposons, traitons élément par élément. Seulement, on retrouve un autre paradoxe qu'on a trouvé, y compris en psychiatrie au XIXe siècle, à la période anatomo-clinique, qu'on avait trouvé en médecine avant. C'est bien beau d'étudier la vie à partir du corps, mais quand on fait des dissections, le corps il est mort. Comment passer du mort connu au vivant méconnu? Voilà une question qui a été quand même assez compliquée et qui a occupé les psychiatres pendant beaucoup d'années, notamment les anatomocliniciens. Sauf à penser peut-être avec l'idée d'une pensée complexe et rejoignant d'une certaine manière le philosophe Descartes, il faut peut-être penser les choses autrement. Et on voit d'une certaine manière qu'on pourrait appeler ce qu'on appellera actuellement un changement de paradigme. Essayons de penser le sujet humain comme une totalité complexe. Complexe à étudier, mais complexe à ses propres yeux, c'est-à-dire qu'il n'a pas lui-même une connaissance claire de ce qu'il est lui-même. À partir de cette idée de complexité, on voit donc qu'on peut peut-être résoudre cette question, ou en partie la décaler. On ne va plus parler du lien nécessaire entre santé mentale et santé physique, mais parler de l'unité nécessaire de l'être humain pour pouvoir s'éprouver en bonne santé. Et que, sans encore une fois me mêler de ce qui ne me concerne pas, mais quand on parle de médecine psychosomatique ou des choses comme ça, on dit très souvent des choses dont au fond on ne sait pas très bien quelle est la cause et la conséquence, si ce n'est que l'un et l'autre s'entretiennent. Alors, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose de pratique de tout ce que je viens de vous dire? J'en suis pas très sûr. Mais je vais quand même essayer d'en dire deux choses. Je crois que la première chose qu'on peut faire, quand on parle de soins, et là je suis bien conscient que je m'adresse à des soignants, quelle que soit leur particularité, on est dans une dimension où on a à articuler pour nous ce qu'on a appris à l'école ou par expérience, mais à l'articuler dans une relation avec un autre sujet en face de nous, qu'on peut appeler client, qu'on peut appeler malade, qu'on peut appeler patient, qu'on peut appeler comme on veut, mais de voir que d'une certaine manière, nous sommes dans une relation, c'est-à-dire que quelque chose va s'éprouver de la souffrance de l'un par rapport à l'attente de l'autre. Et il me semble que peut-être on pourrait en tirer une première conclusion pratique, c'est s'il y a un lien nécessaire à faire entre santé mentale et santé physique, c'est surtout dans la tête du soignant qu'elle doit être, cette idée-là. C'est-à-dire ne pas oublier, lui, même s'il lit un bilan sanguin, que c'est le bilan sanguin d'un individu qui vit autre chose que, effectivement, à travers une combinaison chimique d'un liquide certes essentiel, mais quand même que c'est un sujet qui éprouve un certain nombre de choses, que c'est un sujet qui peut méconnaître un certain nombre de choses de lui-même, et que dans la relation qui se passe avec lui, quelque chose sans doute d'essentiel et de vital se joue. On dit bien sûr, quand on parle par exemple des relations parents-enfants, notamment au niveau de la petite enfance, que ce lien est un lien essentiel, que ce lien est un lien vital, un lien à l'autre, et c'est dans cette relation à l'autre qu'on se construit, mais que peut-être il se réactualise d'une autre manière dans cette relation extrêmement curieuse et singulière du cabinet médical, ou de l'espace de soins, où quelqu'un qui ne sait pas très bien ce qui va ou ce qui ne va pas demande, et parfois mal, à quelqu'un qui ne comprend pas toujours très bien ce qui est ou ce qui ne va pas, mais qui sait quand même un petit quelque chose qui peut permettre que dans cette rencontre-là, quelque chose de singulier puisse naître. Et c'est ce que j'appelais l'intention d'attention. Je reviens sur la deuxième piste que je proposais. Je vais
m'arrêter là, en disant qu'au fond, on a peut-être oublié le sens profond du verbe ausculter, même si on s'est servi avec l'ANEC du stéthoscope, mais l'idée qu'au fond, il s'agit de mettre à disposition de l'autre une écoute, et que cette écoute-là va permettre que se crée là aussi quelque chose. Si je devais donner une piste, un petit peu de réflexion, je vous encouragerais bien à lire le livre de Michael Balint sur la relation médecin-malade quand Balint parle de la drogue docteur. Et qu'il conclut à un moment donné en disant que parfois, dans un cabinet médical, la longueur de l'ordonnance est inversement proportionnelle au temps de parole que le médecin a ou peut accorder à la personne qui est en face de lui. Alors, est-ce qu'on peut conclure ce genre de choses un peu fumeuses que je viens de vous dire, je ne sais pas trop. Simplement, peut-être vous dire que la difficulté qu'on a, sans doute nous tous, quand on s'aventure dans le domaine du soin, c'est qu'on est confronté, parce qu'on est quand même des praticiens au fond, à une double éthique. Et cette double éthique, vous allez voir qu'elle ne nous rend pas dans service. Une double éthique qui fait que d'un côté, et quand j'étais enseignant, j'ai eu quand même l'occasion de le dire souvent à mes étudiants, qui étaient des travailleurs sociaux généralement, des infirmiers ou autres, professions de soins, n'oubliez jamais d'une part ce que vous savez. Mais en même temps, ne prenez pas ce que vous croyez pour ce que vous savez. Et là, on entre déjà dans quelque chose qui n'est pas si simple que ça, parce qu'on voit souvent combien on fait semblant pour asseoir ce qu'on croit, de le poser comme savoir. Mais d'un autre côté, c'est pas plus facile, il ne faut pas non plus poser ce qu'on croit comme un savoir. Ça, c'est la première partie de l'éthique. Essayons de mettre en place quelque chose qui soit, entre guillemets, sérieux, sûr. Et c'est là où je rejoindrai la première partie de mon exposé en disant il y a un savoir sur le corps et ce savoir est absolument indispensable. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de position éthique sans poser un certain nombre de valeurs. Ces valeurs, elles ne sont pas du tout de l'ordre du savoir. Et quand on veut essayer de soigner, on se trouve dans la situation d'articuler nos valeurs et nos savoirs. Il y a des fois où tout se passe bien. Globalement, on ne tire pas trop mal. Mais il y a quand même un certain nombre de fois où il y a des contradictions fondamentales, et je pense notamment au domaine de la psychologie de l'enfant, et les praticiens de l'enfance le savent comme moi, où il y a des contradictions évidentes entre ce qu'on croit et ce qu'on sait. Et on tombe là sur la dernière chose que j'aborderai ici, c'est qu'à s'aventurer dans ces positions de soins ou d'intervention, eh bien on doit faire avec un mot qui n'est pas si simple que ça, c'est la notion de responsabilité. Et cette notion de responsabilité, je conclurai là-dessus, on est responsable quand on ne sait pas du tout ce qu'on va faire, ni pourquoi on va le faire, mais on sait qu'en tout cas on a accepté d'être là, et que quoi que ce soit, ce qu'on fasse aura de l'importance. Hein, nous de choisir notre place. Merci de m'avoir écouté.